Alors on est dans la Barthe d'Etchepette, dans un lieu qui est un joyau de biodiversité. C'est une zone humide avec des petits trous d'eau, des petits plans d'eau, ce qui fait qu'il y a une végétation adaptée, une faune aussi adaptée, et notamment des tortues d'eau douce, la cistude d'Europe. Et au-delà de la cistude, il y a également de nombreuses libellules. Il y a une plante protégée qu'on appelle la grande douve. Et puis, il y a tous les oiseaux d'eau aussi qui sont présents. Voilà, c'est vraiment un milieu d'exception. Du coup, comme chaque espèce locale a trouvé sa place, les espèces envahissantes telles que la jussie, telles que l'écrevisse américaine, sont quasiment absents. C'est une fabuleuse zone témoin qui ne bouge pas à travers les années parce que le milieu est en équilibre et qu'il y a les bons prédateurs et que la chaîne alimentaire est équilibrée depuis la plante jusqu'au superprédateur. Devant l'importance croissante du trafic entre Saint-Géour-de-Marennes et Biryatou, le réseau ASF de Vinci Autoroute poursuit l'aménagement à 2 fois 3 voies de l'A63, appelée Autoroute de la Côte Basque. Pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles, des bureaux d'études et des associations naturalistes réalisent sur une large bande de part et d'autre de l'autoroute un état initial afin d'identifier tous les secteurs à enjeu. Faune, flore, habitat, cours d'eau, zone humide. Donc là, je vais poser un tunnel capteur d'empreintes. Donc le principe est simple. On a une feutrine qui est au centre, qui est imbibée d'encre. De chaque côté, on a un papier révélateur qui est imprégné d'un produit. Donc l'animal va rentrer, il va mettre de l'encre sur ses pattes et il va marquer des empreintes sur le papier. Donc là, comme on a une jolie coulée ici qui passe sous les arbres, en fait, je vais le poser à cet endroit-là. En fait, les zones sont repérées d'abord par photo-interprétation et ensuite par visite sur le terrain, en fonction de leur caractère humide, qui sont des habitats du coup, pour les mammifères semi-aquatiques comme le vison ou la musaraigne aquatique, qui sont des espèces protégées. Et ensuite, on vient sur site visiter la zone et on définit un protocole en fonction des surfaces d'habitat. Donc là, j'ai posé des tubes capteurs de poils qui sont positionnés dans une coulée dans la végétation. Donc le principe de ces tubes, en fait, c'est qu'on utilise des appâts spécifiques des espèces, donc à base de graines ou de beurre de cacahuète pour les rongeurs, et à base de larves de mouches pour les insectivores comme les musaraignes. Donc le principe, c'est que l'animal vient chercher l'appât à l'intérieur du tube et va laisser des poils sur le capteur adhésif qui est amovible. Et nous, ensuite, on décolle ces poils et on les fait passer en analyse génétique. Donc on va cibler principalement les coulées en végétation, les systèmes racinaires en bord de cours d'eau, les zones de déplacement des espèces. Donc ici, nous sommes dans le milieu typique à Vison, c'est-à-dire une aulnée marécageuse traversée par un petit cours d'eau, un petit ruisseau, dans lequel vit le vison et il va y chasser, s'y gîter, se gîter directement sous la végétation ou directement dans les systèmes racinaires des aulnes. Pour les besoins de l'élargissement sur cette zone-là, il va être créé une extension de bassin et dans les opérations qui vont être menées, la première phase consiste en déboisement de la végétation et essentiellement des arbres. Et notre mission consiste à encadrer ce déboisement pour limiter les risques de destruction de visons qui seraient gîtés directement soit dans les souches d'aulnes, soit dans la végétation. Le vison d'Europe, c'est vraiment le carnivore européen, l'un des 3 carnivores européens les plus menacés d'extinction et de disparition. En fait, on ne le trouve plus que dans l'est de l'Europe, en Russie, dans le delta du Danube. Et puis après, on bascule directement sur nos populations franco-ibériques, limitées à l'Aquitaine, Navarre et Pays Basque. Cette préservation de la biodiversité et des ressources naturelles repose sur une démarche à 3 temps. Éviter, réduire, compenser.
Éviter en déplaçant par exemple la position d'un bassin empiétant sur une station botanique d'espèces protégées qui sera balisée pour sa préservation. Réduire en limitant l'emprise des travaux au strict minimum, en déplaçant par exemple le lit d'un cours d'eau qui sera affecté par l'élargissement. Compenser, lorsque cela est possible, en reconstituant sur place ou à proximité des milieux impactés par l'élargissement avec des qualités écologiques équivalentes, mêmes espèces, mêmes habitats, mêmes fonctionnalités. Toutes ces données et propositions sont envoyées au service instructeur de l'État et au CNPN, Conseil national de la protection de la nature, qui les analyse, apporte d'éventuelles observations, puis les valide s'ils sont conformes aux exigences scientifiques des espèces considérées. À partir de leur avis favorable, les arrêtés ministériels et préfectoraux sont signés, arrêtés indispensables au démarrage des travaux. Pour la bordure du ruisseau, et puis on ira voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Donc là, on s'est entendu avec le chauffeur pour définir les modalités de circulation dans la zone humide, d'abattage et de façon de procéder pour faire fuir des espèces comme le vison ou la loutre et éviter de les tuer, quoi. Avant d'avancer, il commence par couper la petite végétation, les petits aulnes, les repousses, pour en gros brasser un petit peu la végétation. Donc il tourne ses branches et ça génère une première perturbation qui fait que l'animal, s'il est présent, soit va se tapir au sol, mais progressivement va s'enfuir. Et puis après, il y a l'abattage des aulnes eux-mêmes, où on voit là que quand il les prend, ils vont tomber à 10 ou 15 mètres. Ça génère effectivement une grosse perturbation, mais le houppier amortit en fait la chute au bout et fait que du coup le vison, lui, ne sera pas tué. Il faut bien voir qu'une opération comme à 63 entre Ondres et la frontière espagnole, on va se confronter à des techniques qui font appel à l'ingénierie du génie civil, mais également à toute l'ingénierie des espaces naturels. Et donc là, nous avons mis un système de management extrêmement raccourci, avec une charge d'environnement et puis avec une direction de travaux impliqués, sensibilisés à cette obligation de résultat pour qu'ils puissent faire redescendre nos attentes. Qu'on déplace les busages qui sont hors emprise. Je fais le lien entre ASF et les travaux à travers des procédures. Ce sont des protocoles dans lesquels j'explique comment on va réaliser les travaux avec différentes étapes. Ce document-là, je le transmets à ASF et c'est ASF qui le donne au service de l'État pour instruction, pour qu'on ait l'autorisation de commencer les travaux. Ce que vous avez commencé à faire, c'est ça. Donc tu as vu les chenaux qu'il y a à faire, vraiment très méandrés. Et avec des poches... Chaque zone en fait est particulière, chaque zone a des enjeux particuliers auxquels il faut faire attention. Donc tous les jours, je vais sur le chantier pour voir justement ces évolutions et voir les adaptations qu'il y a à apporter pour limiter les impacts sur l'environnement. Sur le chantier là, de 22 km, systématiquement on met des clôtures le long des cours d'eau. Donc en fait c'est une limite à ne pas franchir pour les gens de travaux, comme ça tout le monde est au courant. Il y a également des panneaux de sensibilisation qu'on met en place. On fait des fossés avec des brises énergie quasiment partout. Et au bout de ces fossés, il y a des bassins de décantation munis de filtres à paille pour les eaux qu'on récupère. Lors d'épisodes pluvieux, sur les sols décapés par les terrassements, l'eau ruisselle et se charge de matière en suspension appelée MES. Pour éviter l'asphyxie des cours d'eau et les impacts multiples sur les écosystèmes, une des techniques consiste à installer des filtres à paille pour contenir ces MES. La paille est renouvelée après chaque intempérie. Une équipe de 3 personnes travaille en permanence sur ce chantier de 22 km pour la mise en œuvre de cet assainissement provisoire. Il existe des filtres plus éphémères, ce sont des boudins de toile de coco remplis de paille, mis en place de façon ponctuelle en fonction de l'avancement des travaux. On verra s'il faut raccourcir le bassin, s'il faut prolonger la tranchée drainante.
au moment. Puis tu le feras rejeter du coup Si on a là-bas. déjà le bassin du bas. Ça se passe plutôt bien avec les gens de travaux. Ils ont compris que j'étais pas là pour les embêter, mais justement pour les aider. Dès qu'ils ont un problème, ils stoppent. Systématiquement, ils appellent pour qu'on voit ensemble et pour que je valide ce qu'ils font. Donc on est sur le Lure-Béricaud, dans une zone où le lit a été déplacé lors de la création de l'autoroute. Donc ce qui avait été reconstitué, c'était un fossé rectiligne. À l'époque, on avait une sensibilité environnementale plus faible. Et donc une partie de mon travail aujourd'hui a été, dans l'emprise limitée qu'on peut voir, une emprise très limitée, d'essayer de redonner un faciès de cours d'eau, c'est-à-dire recréer des méandres tels qu'on peut les voir ici. Donc pour créer ces méandres et conserver le faciès du cours d'eau, il a fallu aussi ajuster la pente et le profil en long de la rivière afin de créer ces alternances et profiter également des artefacts du terrain. Ici, on avait un ancien ouvrage et notamment donc, dans cet espace-là, on a pu créer une annexe hydraulique, cette mare, qui va être utile pour les batraciens comme pour les poissons et qui est un habitat très intéressant pour ce type de cours d'eau. Pour arriver à concilier toutes ces exigences et toutes ces techniques, et ces cultures, il faut faire appel à des ressources extrêmement sachantes. Alors certaines plutôt sur la faune, d'autres sur la flore, d'autres sur le génie écologique de restauration de cours d'eau ou recréation de cours d'eau. Autant de ressources que de besoins. Pour reprendre l'adage de certains, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. En gros, il ne restait qu'à essayer de trouver les solutions. Et pour trouver la solution, il faut s'entourer, et bien s'entourer. C'est pour ça que là-bas, à mon avis, on va pouvoir passer. C'est cette démarche-là qui a été mise en œuvre. On n'a pas la science infuse, et donc il faut rassembler toutes ces compétences. Donc là, on a fait appel pour la restauration de cours d'eau ou recréation de cours d'eau à Éric Champalbert, qu'on a positionné au plus près de l'entreprise. Je marque ta bordure, tu repéreras mieux. À mon avis, tu vas voir un pied qui sera là. On est sur la phase d'aménagement du lit. Il y a eu un pré-terrassement qui a été fait pour donner un petit peu le fuseau des travaux, le gros du volume de terrassement qui a été extrait. Et là, on fait l'arrangement pour lui donner la forme définitive au lit. Donc il y a deux choses. Il y a l'aspect profil qu'on est en train de dresser avec des berges qui sont surtout pas linéaires, des pentes douces et des talus avec des pentes beaucoup plus raides. Et en même temps, donc l'appareillage du fond du lit. C'est parfait. Quand tu seras en haut, là, sans en mettre un godet complet, tu vois, il y aura ce petit triangle à épauler un peu avec du caillou. Ensuite, donc, on construit la structure extérieure de l'aménagement, tenant compte des épaisseurs de matériaux qu'on va rajouter. Ensuite, donc, on rajoute la terre végétale pour pouvoir habiller, structurer les talus. Cette terre végétale, donc, on la met en couche fine. Ensuite, on dresse nos talus avec les géotextiles. Et à partir de là, il y a deux phases. Une première phase de cloutage du haut du treillis pour éviter qu'il glisse dans le fond de l'aménagement, qui se fait à la main avec les marteaux et les agrafes métalliques. Et une deuxième phase qui est, on structure le lit en venant bloquer ce géotextile dans le lit par un appareillage de cailloux, donc le plus grossier, c'est du 80-200. Donc sur cet appareillage, on fait ce qu'on appelle un bouchonnage avec un matériau alluvionnaire, 0,40 ou 0,80, qui eux sont extraits de rivière pour reconstituer un fond le plus proche du fond naturel. Sur cette zone-là, on a deux choses un petit peu différentes. On a peu de pente, mais on a quelque chose d'extrêmement méandreux, c'est-à-dire avec des coups de marqué. On le voit au premier plan avec l'entrée sous le nouvel ouvrage, et on le voit aussi à l'arrière-plan avec le méandre qu'on est en train de constituer, qui est pratiquement un angle droit. Et donc là, on a ces phénomènes de survitesse qui sont liés à la forme de l'écoulement, cette fois-ci, qui ne sont pas liés à la pente du lit. Et c'est pour ça qu'on va créer dans ce qu'on appelle l'extrado, des équipements particuliers. Dans ce secteur-là, ça sera des fascines, des techniques végétales, parce que justement, on a gagné un peu d'emprise foncière, on a pu faire ces apports de matériaux terreux, et donc on va mettre des structures végétales, et c'est les végétaux qui auront la fonction de stabiliser la berge.
Nous, on vient pour réaliser donc sur l'Unchin, sur une partie de cette rivière, une pêche électrique dite de sauvetage, sur une grande partie de l'aval jusqu'à une grande partie de l'amont, et bien sûr sur toute la partie qui va être court-circuitée. Ici, on est sur le bassin de l'Unchin, qui est un petit cours d'eau côtier qui prend sa source, on va dire, sur le flanc est de la Rhune et qui va se jeter dans la baie de l'Unchin, justement. C'est un cours d'eau d'importance pour tout ce qui est anguilles et ces espèces-là de poissons amphihalins. Donc, ils passent une partie de leur vie en mer et une partie de leur vie en eau douce. 407 mm poids. L'anguille est ce poisson dit anguilliforme, puisque anguilliforme s'apparente à serpentiforme. Mais l'anguille, c'est quand même un poisson d'exception. On peut retrouver aussi bien très très haut en montagne comme très près de la mer. Il a une capacité d'adaptation qui est énorme. Anguille, taille 426 mm. Là, c'est une anguille qui est déjà adulte, mais qui est en pleine remontée du cours d'eau. Elle passe toute sa vie, depuis le stade de civelle jusqu'au stade adulte, dans le cours d'eau pour justement faire un maximum d'énergie et emmagasiner un maximum de graisse et de protéines pour effectuer son périple futur et donc à repartir en mer, dans sa mer d'origine, puisque cette anguille-là, même si on est ici sur un petit cours d'eau du Pays Basque, il faut savoir qu'elle vient quand même de la mer des Sargasses, qui est une mer au large de la Floride. Et elle a fait quand même des milliers de kilomètres. Et donc, si elle est parmi nous, c'est justement pour effectuer un grossissement et repartir se reproduire plus tard dans cette même mer qu'il a vu naître. Une fois la pêche de sauvegarde réalisée, l'Unchin est détourné dans son nouveau lit. On ne devrait pas avoir de gros soucis en termes de continuité écologique. La grosse interrogation, c'est le passage à guet ici, le calage par rapport. Là, nous venons à un autre niveau, nous venons contrôler en phase chantier la réalisation des travaux. Alors, en phase chantier, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est tout ce qui va être pollution, ruissellement des fines dans les cours d'eau, impact sur les milieux naturels, zones humides et autres. Et après, ce qu'on fera, c'est aussi, à la réception du chantier, voir si les travaux sont conformes à ce qu'avait proposé le pétitionnaire. Parce qu'à l'initiale, c'est vrai qu'on avait une zone un peu... oui, elle était un peu basse, là. Elle était un peu bas. Pour nous, c'est quand même toujours intéressant de voir des gens qui ont envie de bien faire, ont envie de réfléchir à comment améliorer les choses. Et c'est un peu la politique de ce chantier avec ce qu'on voit sur le ressemblement de cours d'eau, sur l'aménagement des ouvrages hydrauliques. Je ne vais pas dire que tout est rose, tout est beau, mais il y a quand même derrière une réelle volonté d'améliorer l'existant et d'avoir un réel gain écologique. Plus en amont sur l'Unchin, l'élargissement de l'A63 a nécessité il y a une dizaine de mois la création de ce nouveau lit pour ce petit cours d'eau. Et quand on refait le cours d'eau, on le refait à la fois pour qu'il permette d'assurer cette continuité amont-aval des écoulements, qui permettent de reconstituer, de renaturer des habitats, mais on le fait aussi pour qu'au niveau des berges, il n'y ait pas d'instabilité ou d'érosion à court terme, par exemple, de l'infrastructure qu'on a créée. Alors, ce nouveau tracé, il a été réalisé dans un coteau. Ce talus, il semble être originel. En fait, non, c'est un coteau qu'on a taillé. Et là, la difficulté, c'était justement de comment retailler, nous, artificiellement et de façon brutale, 300 mètres de rivière qui, sur l'amont, a pu mettre effectivement 1000 ou 2000 ans
ou 50 000 ans à se former, à se tailler. Et ça nécessite effectivement d'avoir à la fois les données d'ensemble sur comment ça fonctionne et puis également aller visiter ce qui se passe à l'amont et à l'aval pour qu'on puisse se rapprocher de ce que la nature a très bien fait au cours des millénaires qui ont précédé. On arrive là sur un aménagement à vocation piscicole. Il n'a pas d'autre utilité. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une souche qui a été récupérée lorsqu'on a terrassé l'ancien lit de la rivière, qu'on est venu réinstaller ici. Alors c'est vrai qu'elle a un faciès qui n'est pas très avenant au premier abord. Il y a par contre des bons indicateurs quand on voit effectivement ici, alors c'est un sol, quand on voit les rejets qui sont là, cet ensemble-là, on est sur le sol. D'autres indicateurs encore plus intéressants pour moi, c'est le chevelu racinaire qui s'est développé dans l'été. On est sur un ouvrage qui a été réalisé en février-mars de cette année. Alors pour l'instant, tout ça c'est un peu du provisoire. La souche elle tient grâce aux blocs qui nous permettent de la caler. Mais dans quelques années, ce sol il va se réinstaller, il va structurer et avec ses racines, il va nous proposer un tas d'abris pour les poissons. Il va nous permettre de faire des caches pour les crustacés, c'est-à-dire que pour les écrevisses, on aura aussi des habitats intéressants qui vont se développer. Le mulch consiste à appliquer une couche de protection sur le sol. C'est une technique que l'on rencontre en agriculture et dans la culture potagère. On utilise un semoir hydraulique pour projeter avec les semences le mulch. Le mulch, c'est des semences associées à une matrice, une fibre de la pâte à papier. C'est la fibre de bois, c'est un peu le même principe que le papier buvard. Ça absorbe énormément d'eau, donc 3 à 4 fois, voire plus pour certaines formulations. Et c'est à partir de cette base qu'on réalise les mulchs. Lorsqu'un talus de ce profil est frappé par des pluies importantes, on a des phénomènes d'entraînement des particules du sol. On a calculé qu'on pouvait perdre jusqu'à 300 tonnes par hectare et par an de sol sur des talus autoroutiers. Donc l'intérêt du mulch, c'est justement de réduire de l'ordre de 98-99% le phénomène érosif. Ce paillage est mis pour protéger le végétal contre les mauvaises herbes. Et il y a plusieurs paillages. Il y avait le paillage d'époque qui était du 100% polyéthylène. Le polyéthylène n'est pas dégradable. C'est un paillage qui va rester des centaines d'années. C'est un polluant, il est devenu polluant. C'est pour cela qu'on a commencé à chercher une autre technique et d'essayer de faire la même chose avec un paillage qui est biodégradable sol. Pour que ce recours aux films biodégradables devienne une alternative possible et une réalité, ASF a demandé et financé une étude de faisabilité auprès de l'Institut pour le développement forestier du CNPF. C'est un industriel belge qui a réalisé ce matériau thermoplastique biodégradable en répondant aux critères de l'étude. Suivant les situations, soit on peut le poser avec une machine ou soit on le pose à la main. Donc il est uniquement agrafé. Ce film a la particularité d'être ingéré par les micro-organismes du sol. Donc il ne laisse aucune pollution et permet de garder l'humidité et de favoriser le développement du racinaire du végétal. Sur les 22 km entre Biarritz et Biriatou, c'est près de 100 000 jeunes arbres qui sont en cours de plantation pour la formation des haies et des boisements forestiers. La rencontre entre le jardin botanique et ASF s'est faite de manière relativement naturelle parce que ASF, dans le cadre de toutes ses démarches environnementales, a la volonté de travailler avec les acteurs locaux. Donc, nous sommes intervenus sur des mesures qui concernaient 2 plantes protégées. Donc, la première, il s'agissait donc du grémil prostré et l'autre, c'est le senson de Bayonne.
ASF nous a demandé à la fois d'élaborer un protocole de transfert et de coordonner la transplantation et après de suivre ces plantes, voir comment elles se comportaient pendant 5 ans. Après les travaux, le site était complètement dénudé. Il restait donc quelques touffes de ce grémil en hauteur. Et il se trouve que le grémil, sa propriété, c'est d'être, on appelle un mot un peu technique, c'est d'être barocore. C'est son mode de dispersion. C'est-à-dire que le grémil va se disperser par les graines qui vont tomber sur le sol. Donc les équipes d'ASF ont mis en place une gestion spécifique pour justement maintenir cet espace ouvert. Le but du jeu, c'est que vraiment, elle arrive à se maintenir en place dans le cadre de la gestion classique des talus autoroutiers. Alors une plante invasive, on va dire en termes de définition botanique, c'est une plante qui vient d'une autre aire géographique, qui a la capacité à se multiplier et à se développer de manière très rapide, de manière exponentielle, et qui du coup s'implante et provoque, écrase toute la biodiversité locale. Et l'herbe de la pampa, elle, on va dire sa particularité, même sa qualité, c'est le fait de pouvoir se multiplier très rapidement. Parce que sur un plumeau, on considère que c'est 1 million de graines. C'est une moyenne. N'a pas été compté, mais on considère que c'est 1 million de graines. Donc vous imaginez très bien que ça va très vite. Surtout sur les axes qui sont routiers ou ferroviaires, ou enfin en tout cas les axes très passants, ça fait qu'effectivement ça aspire énormément et ça circule et ça se développe tout le long de ces grands axes. Alors effectivement, la MIFEN et ASF, on a eu ce partenariat depuis la mise en place des mesures compensatoires qu'il y a eu sur différents sites liés à l'élargissement de la 63. De ce partenariat-là est venue la mission sur laquelle on est maintenant, effectivement la gestion des invasifs sur les accotements, où ils ont vu qu'on avait des protocoles pour gérer ces plantes-là dans un milieu vraiment naturel et ils voulaient voir si c'était adaptable à ce milieu qui est vraiment particulier que sont les zones d'accotement. On a des portes d'entrée aux invasifs un petit peu partout, liées principalement aux activités de jardin et horticoles. Effectivement, quand on est un propriétaire privé et qu'on a un jardin, on veut quoi? On veut une plante qui pousse vite, qui ne demande pas d'entretien et qui ne va pas crever. En gros, on demande malheureusement une plante envahissante. Et c'est des choses que l'on trouve énormément en libre achat. Et elles regagnent le milieu naturel. Même si on est convaincu de notre technique d'arrachage, le pied qu'on arrache, lui, il ne reviendra pas. Il y a malheureusement tellement de stocks aux alentours qui font que ça va se re-ensemencer. Donc ça sera toujours une gestion qu'il faudra avoir. En attendant, on a des problématiques et on essaye de faire au mieux de ce que l'on suppose être. À partir du moment où on fait seulement des travaux sur ces ouvrages-là, effectivement, on se retrouve à avoir à faire des équipements et on va dire une mise à niveau. Un bon nombre d'ouvrages préexistants ne sont pas à l'origine conçus pour répondre à ces satisfactions-là. C'est surtout des ouvrages hydrauliques, ils sont là pour rétablir des écoulements d'un cours d'eau, mais ils ne permettent pas d'assurer la continuité écologique. Donc on a fait 2 séquences de travaux sur une tronçon pilote de 10 mètres afin d'ajuster l'aménagement et de le rendre fonctionnel dans cette gamme de débit. Ce genre de tests, on les fait pourquoi déjà? C'est parce que c'est difficile de modéliser des systèmes complexes. Si on rentre ça dans des modèles mathématiques, on va avoir des valeurs qui peuvent être bonnes et qui, une fois mesurées sur le terrain, s'avéreront insatisfaisantes. Et donc, le test, lui, permet de mesurer factuellement qu'est-ce qui se passe quand j'ai un petit débit à l'étiage et qu'est-ce qui se passe quand j'ai un gros débit. Et là, le test, il permet de balayer toute la gamme sur laquelle on veut faire fonctionner l'ouvrage et de vérifier si à un moment donné, il y a un dysfonctionnement de l'équipement. Ouais, ça va monter à 0,3, 0,4. Ouais, on est à 0,42 là. Le test d'aujourd'hui montre que dans toute cette gamme-là, on garde des vitesses et des hauteurs d'eau qui restent à la fois satisfaisantes pour la truite et pour les civelles. C'est faible? Ouais, mais c'est normal. 0,18. Allez, on passe à 5, pardon. L'apport de la compétence du génie écologique et des naturalistes permet, en l'hybridant avec le génie civil, de rétablir des fonctionnalités parce que justement les deux mondes se parlent mieux, se comprennent, et du coup on arrive à faire du gagnant-gagnant.
On a inventé un management un petit peu singulier qui est complètement adapté aux attentes du territoire. À partir du moment où on arrive à capitaliser nos retours d'expérience communs, où sur des mêmes projets, on n'a pas le même regard. Nous-mêmes, on va contrôler certains aspects. Le maître d'ouvrage va être attentif à ces aspects-là, mais aussi à d'autres. Mais dans tous les cas, c'est vrai que de capitaliser ces retours d'expérience hors contexte, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour tous, à la fois pour le maître d'ouvrage, ses entreprises et pour nous. C'est un travail qu'on a fait pendant 2 ans là dernièrement sur les bonnes pratiques environnementales sur les chantiers, où on a ex-ONEMA, enfin Agence française de la biodiversité, réuni les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises BTP pour réaliser un guide. Et pour ma part, j'ai vraiment apprécié cette approche très constructive de tous pour avancer et avec un but commun qui est la préservation des milieux aquatiques.